Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Allez, on vous attend, vous aussi. On a tenté de se mettre d'accord tous ensemble en ce lundi matin, toujours en compagnie d'Alex Darmon. Rebonjour Alex, qui était là avec nous pour parler de ce documentaire sur la place des hommes et des femmes finalement dans la société que vous avez produit. Mais on vous trouve aussi sur votre chaîne YouTube Les Indécis et on le disait, les débats tous les vendredis matins dans La Vérité en face avec Patrick Roger face à Éric Tegner. Alexandra Spinner, bonjour Alexandra. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. En ce début de semaine, enseignante, une habituée aussi de l'émission, Alexis Bachelet. Bonjour Alexis, maire adjoint à Colombes. Et va nous rejoindre dans un instant également Benjamin Cauchy, chef d'entreprise. Alors avec vous tous, on va revenir sur l'interview de Bruno Retailleau. C'était hier soir chez nos confrères de LCI avec Darius Rochebin, le ministre de l'Intérieur qui juge que l'immigration n'est pas une chance, que l'état de droit n'est pas sacré. Est-ce que ces propos vont-ils un peu trop loin pour le locataire de la place Beauvau? Alors les hausses d'impôts, on est sur le concours Lépine en ce moment de trouver comment remplir les caisses de l'État. Des hausses d'impôts surtout pour les grandes entreprises, c'est une des pistes de travail. Est-ce que c'est une bonne solution qui est avancée par le gouvernement et Michel Barnier qui doit faire son discours de politique générale demain à la Tribune. Marine Le Pen qui sera devant la justice, 2 mois de procès dans l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national, un procès politique, dit-elle. Est-ce qu'elle a raison? Et puis bien sûr, on reviendra avec vous 4 sur la situation au Liban, le pays qui plonge dans l'inconnu après la mort ce week-end du leader du Hezbollah, Nasrallah. Que peut-il se passer? Que peut faire aussi la communauté internationale face à cette situation? Voilà pour le menu de ce lundi. On va commencer par vos coups de cœur et vos coups de gueule les uns les autres. Alex, vous vouliez revenir sur les hommages rendus ce week-end à la jeune Philippine avec des perturbations lors de ces manifestations ou de ces... Ouais. Mais c'est pas grave. Non, mais oui. Non, mais c'est pas grave, ça va permettre de parler beaucoup de choses autour de ce sujet. Non, ce qui s'est passé en Isère ce week-end avec les manifestants. Alors je sais pas comment les appeler, malheureusement, j'allais dire d'extrême gauche, mais on ne peut pas dire extrême gauche. Donc des manifestants qui sont venus perturber la minute de silence créée et engendrée par un pouvoir local en Isère, je crois. Oui, la députée d'Isère, voilà. Anan Mansouri. Voilà, exactement, et qui sont venus perturber cette minute de silence en chantant le slogan antifasciste qu'on avait déjà entendu il y a quelques semaines à la fête de l'humanité. Je trouvais ça, voilà, très honteux, scandaleux, surtout qu'a priori, c'est à vérifier, il y aurait des collaborateurs parlementaires d'actuels députés de l'Assemblée nationale, d'anciens candidats au candidat législatif. Pire encore, des candidats et les filles évidemment, mais pire encore des enseignants. Ouais. Oui, c'est vrai, candidat et enseignant. Mais pour moi, ça c'est juste insupportable. Est-ce que la récupération de ce drame, d'un côté comme de l'autre, n'est pas... Est-ce que pour l'instant c'est indécent? Non, attendez, est-ce qu'on n'a pas le droit de pleurer et de demander... Non, mais je parle pas de ça, la récupération. Non, mais il n'y a pas... Enfin, toujours ce mot récupération. Quelle que soit notre appartenance politique, on a le droit de dire que le meurtre de cette jeune fille est insoutenable. On a le droit de la pleurer. On a le droit de dire notre compassion et notre solidarité avec la famille. Enfin, il faut quand même être complètement dérangé pour venir perturber une minute de silence en hommage à une jeune fille assassinée. Je veux dire, il y a la politique et puis il y a le temps de l'humanité. Je veux dire, ces gens sont des barbares. On a déjà eu ceux qui arrachaient les affiches avec le visage des otages du Hamas. Souvenez-vous, cette espèce de monstre, cet ex-contractuel du Quai d'Orsay qui arrachait les affiches toutes dans la jubilation de sa haine. Je trouve que ces gens sont juste insupportables. Parce qu'au nom de quoi? Au nom d'une lutte pour laquelle la fin justifie les moyens. C'est insupportable. Enfin, on a le droit de pleurer cette jeune fille, on a le droit de la pleurer. Et déjà, il faudrait connaître le sens des mots. Le fascisme, ça a un sens. On sait, nous, en France ça représente. Et en Europe, ce que représente le fascisme. Donc les mots ont un sens. Je regrette que des enseignants puissent, comme ça, passer outre le vrai sens des mots. Mais je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Il y a là des enseignants, je crois qu'il y avait même un psychologue pour enfants, qui était là
à perturber un hommage pour cette jeune fille. Qu'ils soient en désaccord avec Madame Mansouri, c'est tout à fait leur droit, mais il y a un temps pour tout. Dans ces cas-là, on peut le dire après. Mais on ne vient pas perturber un hommage. C'est indécent, c'est à l'image de ce qu'on vit, c'est-à-dire qu'on a une humanité fracturée. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas tous être ensemble et pleurer cette jeune fille, tout simplement. Alexis. En fait, c'est vrai qu'on a eu énormément d'émotions suite à cette tragédie et que malheureusement, on est dans une société du bruit et du commentaire de tout le temps, où il n'y a plus de recueillement, il n'y a plus de temps pour le deuil, il n'y a plus de temps pour le respect des défunts. Et c'est vrai qu'on a vu immédiatement des commentaires politiques, puis effectivement certaines dérives de groupes, c'est des groupuscules, quoi. Je sais pas combien ça représente de gens, mais il n'y a plus en fait de respect, parce que dès qu'il se passe un fait divers dramatique comme celui-là, immédiatement, il y a la machine médiatique qui se met en route, on tend des micros et il y a plein de gens qui se croient autorisés à donner un avis alors qu'on leur a rien demandé. La décence et la dignité, c'est se taire. C'est de respecter le deuil d'une famille qui vit un drame incommensurable, incommensurable, une perte irremplaçable. Et je crois que, voilà, c'est malheureusement... ça n'existe plus. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette société où on est dans le recueil, dans le respect. On a du bruit, voilà, tout le monde a un avis. Ça devient effectivement très vite, ça prend une tournure politique. Et je crois d'ailleurs souvent, c'est les familles elles-mêmes qui demandent, qui sont obligées de s'exprimer en disant nous, on veut pas de récupération, on veut juste qu'on respecte notre douleur. Voilà. Et ça, il y a plus de respect, quoi. Voilà, c'est comme ça. On est dans cette société où aujourd'hui, il faut absolument avoir un avis sur tout et tout le temps. Je vous invite aussi à lire la lettre de la première victime de l'auteur présumé, qui est bouleversante et qui s'interroge surtout sur la question de la récidive. Elle dit « J'ai tout fait pour que cela ne se reproduise pas ». Vous imaginez la violence de cette phrase. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des questions derrière. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il n'y a pas un temps pour l'analyse. Mais dans le moment de la souffrance, et alors qu'il y a un temps de deuil, normalement il y a une cérémonie très 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 émouvante. C'est ça qui est pas respecté en fait. Après qu'une semaine après, des responsables politiques de droite, de gauche, du centre, d'extrême droite, d'extrême gauche aient un avis et disent ce qu'il aurait fallu faire pour éviter ça, c'est légitime, on est en démocratie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus ce temps de recueillement, il n'y a plus ce respect qui doit être sanctuarisé, qui doit être absolument sanctuarisé. Qui devrait. Alex, et on va saluer Benjamin Cauchy qui nous a rejoint. Bonjour Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour à tous. Comment va l'Occitanie? Va bien? L'Occitanie est en forme, il y a un magnifique soleil, donc tout va bien. J'ai écouté avec attention ce que disait Monsieur Bachelet. Et effectivement, le deuil est important. Le problème, c'est qu'on a des événements comme ça qui se passent quasiment toutes les semaines. Donc nous serions tout le temps en deuil. Et donc je crois qu'à un moment donné aussi, la responsabilité politique, sans vouloir mettre de l'huile sur le feu, évidemment, doivent prendre le sujet à bras-le-corps. Et là, je crois pour le coup qu'on a un ministre de l'Intérieur qui semble avoir compris. Donc après, attendons les actes. Je comprends cette nécessité du deuil. Le problème, c'est que nous avons une telle récurrence, et Alexis, c'est pas un fait divers, c'est un fait de société aujourd'hui. On a des gamins qui, toutes les semaines, se font tuer. C'est une réalité. Après, excusez-moi, mais c'est deux choses différentes là. On mélange un peu tout sur le plateau entre de la récupération politique et un simple hommage. Un simple hommage samedi qui a été rendu. Là, aujourd'hui, moi j'entends ce que vous dites, Benjamin, et j'entends ce que tu dis aussi, Alexis, sur la récupération, sur le fait politique, le conseil, bon, ok, c'est super, tout ça va arriver, mais là, notre coup de gueule, il était sur l'hommage de samedi. C'était pas de la récupération politique samedi. C'était un hommage, je vais employer le terme, excusez-moi, mais républicain, où des élus politiques voulaient rendre un hommage à une enfant qui s'était faite tuer, mais sauvagement, horriblement. Donc qui est un féminicide. Voilà, qui est un féminicide aussi, il faut le dire. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec la responsable politique qui a organisé cet hommage, ok, politiquement, ok, mais samedi, venir devant la mairie pour chanter des chants antifascistes, ça n'a aucun rapport, il faut dire les choses. Et voilà, il faut dire les choses. C'est purement et vraiment scandaleux. Pardon, mais ça s'est reproduit aussi dans des universités.
C'est juste lunaire. Allez, on va se retrouver juste après l'info de 11h avec vous, Alex Darmon, Alexandra Spinner, Benjamin Cauchy, Alexis Bachelet. On va continuer de voir avec vous vos coups de cœur et vos coups de gueule et de rentrer ensuite dans les sujets du jour et notamment de l'interview de notre nouveau ministre de l'Intérieur. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et avec Benjamin Cauchy, chef d'entreprise aujourd'hui, Alexis Bachelet, maire adjoint de Colombes, Alexandra Spinner, enseignante et déléguée spéciale à la région Île-de-France en charge de ce sujet dont on parle très peu, c'est le décrochage scolaire. Et qui est le cœur du problème. Des rattrapés. De les raccrocher. Et ça, de ne laisser aucun enfant au bord de la route, oui. Ça, c'était essentiel. Et puis Alex Darmon, que vous connaissez, journaliste politique, la chaîne YouTube Les Indécis. Je dis YouTube, c'est pareil, débat sur tous les vendredis. La vérité en face, sur Sud Radio avec Patrick Roger, face à Eric Tegner. Alors, on était avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Benjamin Cauchy, coup de gueule contre le projet des hausses d'impôts. Alors, qu'est-ce qui vous plaît pas? Aujourd'hui, Benjamin Cauchy. Non, plus sérieusement, on voit bien que depuis quelques jours, le gouvernement est à la recherche d'argent. Nous vous rappelons qu'on a 3 228 milliards de dettes, que notre déficit devrait atterrir à plus de 6% pour 2024 et que le projet du gouvernement Barnier est d'atteindre les 5% de déficit pour 2025. Donc il y a des pistes, il y a des ballons d'essai qui sont lancés dans la presse de ci, de là. Je retiens juste Le Monde ce week-end qui expliquait qu'il y avait un projet d'augmenter l'impôt sur les sociétés de 25 à 33,5% pour les grosses entreprises, sans en préciser le périmètre. Et c'est en lisant les Échos de ce matin que j'ai réussi à découvrir quel était le périmètre. Ça serait des entreprises qui pèsent plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, donc ça correspond qu'à quelques centaines d'entreprises. Quoi qu'il en soit, ce sont des entreprises qui sont créatrices d'emplois. Et quand on arrive à 6% de déficit, avec un taux de prélèvement obligatoire qui est déjà assez exceptionnel, je crois que c'est un record mondial en France, il est plus le temps de se poser la question de nos dépenses, notamment de nos dépenses publiques et sociales, plutôt que de se demander sur qui on va taper. Puisqu'une autre piste qui a été lancée, c'est de fiscaliser plus encore les particuliers qui percevraient un revenu supérieur à 83 000 euros par an. Vous allez me dire qu'il n'y a pas grand monde qui touche 83 000 euros par an et que le principe du gouvernement Barnier serait sans doute de taxer soit des grands groupes ou soit des particuliers qui représentent une minorité, comment dirais-je, de personnes, et donc ça ferait passer la pilule. Quoi qu'il en soit, moi je vais rappeler la courbe de l'affaire, et si vous cherchez à trop taxer des grands groupes et des grandes entreprises, elles vont avoir la tentation de Venise, et ça n'a pas loupé puisque BFM Business s'amusait ce matin à 6h15 nous rappeler que Total mettait sur la table de nouveau son départ pour une cotation à la bourse américaine. Alors ce que je suis en train de dire par là, je ne vais pas me faire le porte-parole de ces grands groupes et de ces grandes entreprises, mais quoi qu'il en soit, il y a surtout urgence à arrêter de réfléchir en toujours plus de recettes, toujours plus de fiscalité. Puisque si je retiens les deux principales mesures qui sont annoncées, on va augmenter la fiscalité sur ceux qui créent de l'emploi, c'est-à-dire sur les grands groupes et sur l'artisanat, en rabotant l'apprentissage qui aujourd'hui fournit 1 million d'apprentis par an et qui permet à des gamins des quartiers comme à des gamins de la ruralité à avoir un métier dans les mains et de pouvoir faire perdurer ce tissu économique qui est fondamental. Benjamin, mais alors on fait comment globalement? On taille dans les dépenses inutiles déjà. On commence par... Oui. Par exemple, le crédit impôt recherche, parce que beaucoup, même dans le milieu patronal, beaucoup disent, pour avoir discuté avec le milieu des petites entreprises, beaucoup disent le crédit impôt recherche, c'est quand même 7 milliards donnés aux entreprises. Pour quel résultat, Alexis Bachelet? Pour des résultats mitigés, parce qu'effectivement... Bien devant votre micro, mon cher Alexis. On sait que ce crédit impôt recherche, il est un peu dévoyé. Et qu'il ne produit pas forcément les effets pour lesquels cette niche fiscale avait été créée. Mais d'une manière générale, la France, c'est le pays champion du monde des niches fiscales. Qui dit niche fiscale dit en fait... alors parfois, ça peut avoir des effets incitatifs positifs. On peut avoir... là, officiellement, c'est pour inciter à la recherche l'innovation. On peut citer d'autres niches fiscales sur la transition écologique, inciter les gens à isoler leur logement. Mais il y a aussi beaucoup de niches fiscales qui, aujourd'hui, n'ont plus du tout les effets recherchés et qui coûtent des milliards et des milliards à l'État. Donc, effectivement... je vais aller pas dans le raisonnement, parce que moi ça me choque pas que les entreprises du CAC 40 ou les entreprises qui font plus d'1 milliard de chiffre d'affaires soient un peu plus taxées. Je pense que ce qui est même anormal,
Non mais ce qui est même anormal, c'est qu'elles ne le soient pas, ou en tout cas qu'on leur demande une contribution exceptionnelle. Et de ce que dit le patronat ce matin, ils ne sont pas tout à fait opposés parce qu'ils sont lucides dans le temps. Voilà, parce qu'ils sont lucides aussi sur le fait que ces grandes entreprises, elles sont relativement moins touchées par la crise et par les difficultés que les PME. On sait bien que les faillites, ça touche pas les entreprises du CAC 40, c'est toujours les plus petites entreprises. Donc simplement, il faudrait que le gouvernement aille au bout du raisonnement et qui effectivement trouve d'autres pistes que simplement l'augmentation. Parce qu'on le sait, c'est arithmétique. On va récupérer quelques milliards. Et la dette, c'est 3 000 milliards. Donc c'est pas en faisant simplement par les hausses d'impôts qu'on va permettre de régler cette question de la dette de l'État. Alexandra. Alors, oui. Moi, je pense que d'abord, il faut déjà tailler dans les dépenses inutiles. Bon, la niche fiscale. On est dans le petit bateau de sauvetage du macronisme et nous devons maintenant réparer les dégâts causés par Monsieur le maire et ses camarades. Donc, très bien. Maintenant, moi, j'ai été un petit peu quand même déçu qu'avant qu'on propose d'augmenter nos impôts, on ne fasse pas diminuer, par exemple, les dépenses du gouvernement et qu'on ne se limite pas à un gouvernement plus restreint, peut-être avec une trentaine de ministres. Mais ça, c'est une parenthèse. Voilà. Maintenant, on a quand même d'autres dépenses à faire, par exemple, d'autres coupes à faire, et notamment mettre fin aux dépenses sociales inutiles. Voilà. Je crois que quand même commencer sa gouvernance par une hausse des impôts, c'est quand même un très mauvais message quelles sont les dépenses sociales inutiles sur lesquelles on pourrait effectivement trouver les milliards. Bien sûr. Les arrêts maladie, ça a un coût de 15 milliards d'euros par an, c'est gigantesque. Ça ne veut pas dire qu'il faut plus malade. La fraude à la carte vitale. La fraude à la carte vitale. Voilà, mais les arrêts maladie, on sait, c'est expliqué, 15 milliards d'euros par an. Il faut peut-être mieux contrôler. Voilà, mieux contrôler. Vous allez gagner, c'est les chiffres des experts, c'est pas les miens, 3-4 milliards d'euros si vous réussissez à mieux contrôler les arrêts maladie. Ça, c'est conséquent. Vous voyez, ça, c'est intéressant par rapport à d'autres que j'entends dire, il faut réformer l'aide médicale d'État. Enfin, franchement, excusez-moi, je trouve ça mais complètement absurde parce que quand vous connaissez le mécanisme de l'aide médicale d'État, d'abord, on sait très bien qui on cible quand on veut réformer l'aide médicale d'État. Il faut arrêter de vouloir jouer des violons. On cible les étrangers et tout, alors que bon, franchement, c'est dérisoire par rapport au reste des dépenses publiques. L'aide médicale d'État, quand vous connaissez l'aide médicale d'État, son fonctionnement aussi, au bout de 1 000 euros, quelqu'un un immigré qui vient sur notre sol, s'il gagne plus de 1 000 euros, il perd l'aide médicale d'État. C'est pour vous dire qu'en fait, la dépense de l'aide médicale d'État, ça représente rien, ça rentre dans le débat, c'est juste un effet. C'est idéologique. C'est idéologique. C'est idéologique. Et puis il faut aussi. Non, c'est pas que idéologique, c'est aussi le fait, pardonnez-moi. La carte vitale, c'est pas idéologique, pardon Alex. Que l'AME crée un appel d'air et vous êtes bien conscient que les passeurs font du benchmarking et regardent dans quel État européen il y a de. Non mais ça c'est pas ça l'argument. C'est 0,00. C'est un faux argument parce que si les gens. Mais sur ce qu'il impacte après. Benjamin, alors il y avait Alexandra qui voulait réagir et Alexis Bachelet. On pourrait déjà aussi s'attaquer à tous les machins inutiles qui n'atteignent pas leurs objectifs. On a plein de dispositifs en France qui nous coûtent des fortunes. Alors, comme disait Benjamin Cauchy, faut-il réduire l'aide aux apprentis ? Alors ça, non. Voilà, je suis d'accord avec Alexandra aussi. Pour moi, l'aide aux apprentis, c'est absolument sacré. C'est un dispositif formidable. On prend la direction pour. Oui, je sais, je le regrette. Je suis de droite, je soutiens ce gouvernement, mais je le regrette. Je pense que c'est comme on l'a dit, je ne sais plus si c'est toi ou Benjamin qui le disait, mais en tout cas, c'est un dispositif formidable qui permet de soutenir des jeunes dans des territoires qui ne sont pas épargnés par les difficultés, et moi je trouve que c'est un dispositif qu'il faut maintenir. Voilà, et certains disent dans les chefs d'entreprise, c'est une mesure de bon sens que de préserver l'apprentissage. J'entendais Bruno Retailleau. C'est une voie d'excellence et c'est une voie à préserver. C'est formidable, c'est quelque chose qui permet de récupérer des gamins. Ouais. C'est un dispositif formidable qui permet de donner un avenir et d'inscrire des gamins dans un parcours de réussite, des gamins auxquels
auxquels on a expliqué qu'ils étaient des bons à rien. Donc moi, je trouve que c'est un dispositif qu'il faut absolument sanctuariser. Le gouvernement s'apprêterait à baisser de 1 milliard d'euros les aides à l'apprentissage, en tous les cas, qui permettent effectivement à toute une frange d'une génération de trouver... et il y a des études qui montrent même que ça permet d'aller plus loin dans ses études aussi. Non, mais plus loin dans ses études, vous savez, c'est toujours plus loin dans ses études, ça ne veut rien dire. Il faut inscrire les enfants dans des parcours dans des parcours de réussite. Voilà. Parfois, on peut, vous savez, la voie professionnelle, c'est une voie d'excellence. On a du mal à convaincre les familles françaises de cela, mais c'est une vraie voie d'excellence qui permet à des jeunes d'avoir un métier. Parce que au fond, le but, quand on fait des études, c'est d'avoir un métier. Nous tous, on est parents, on a envie que nos enfants aient un métier. Pas plus loin que la semaine dernière, j'étais par exemple au lycée Octave Feuillet, qui est un lycée professionnel tout à fait exceptionnel dans la plumasserie, dans la couture, dans la broderie. Les jeunes talents que j'ai vus, car ce sont des jeunes talents, ce sont des gamins qui dans 3 ans auront un métier. Ça c'est formidable, ça c'est une vraie réussite, et là on se dit que la politique ça sert à quelque chose. Donc, n'allons pas chercher de l'argent là où il est utile. Voilà. Allons tailler là où, comme l'a dit Alex, la carte vitale, la fraude sociale, etc. En même temps, il n'y aura pas de manif. Si on baisse les alternances, il n'y aura pas de manif, ni de grève. C'est plus facile. Moi, j'irai manifester. Et puis, je peux vous dire qu'en tant que chef d'entreprise, le fait d'avoir des alternants et de mêler cela au milieu de l'entreprise, je trouve ça c'est une chance formidable. Ça marche de tous les côtés. Benjamin Cauchy et Alexis Bachelé, cette histoire de baisse programmé sur l'apprentissage. Benjamin, vous comprenez, vous dites c'est effectivement une gabegie, ou alors là on se trompe de combat? Je crois que investir pour le coup sur la formation et l'éducation d'un peuple est fondamental pour son devenir, pour le maintien d'un pacte social, pour la réussite économique et culturelle d'un pays. Il faut que les gens aient un métier dans les mains, il faut que la valeur travail revienne au centre du jeu. Donc toucher à l'apprentissage, c'est une erreur. En revanche, il y a des pistes. La retraite par capitalisation, c'est pas un gros mot. Il va falloir qu'on s'y mette. Il va falloir qu'on réfléchisse aussi sur ce sujet-là. La retraite, c'est 252 milliards d'euros par an. C'est une réalité. Le système de participation ne fonctionne plus. Là, il y a une vraie piste aussi, je pense. Et puis, Alexandra l'a dit, il y a plein de comités Théodule sur lesquels on pourrait évidemment gratter. Encore une fois, je pense que le ministre Armand va devoir rendre une copie où il va raboter. Et la fragilité de ce gouvernement et son incertitude dans la durée font que les réformes de fonds structurelles nécessaires à des économies fortes de l'État ne sont pas au rendez-vous. Donc, un choc fiscal, nous promettons, plus que pendant les années François Hollande, voire même ce qu'avait annoncé François Fillon aussi à son époque. Donc, réponse demain avec... voilà. Oui, attendons le discours de politique générale et puis après la suite, parce que c'est pas gagné, comme on dit chez moi. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous quatre, Alex Darmon, Alexandra Spinard, Benjamin Cauchy, Alexis Bachelé. On va tenter de se mettre d'accord jusqu'à midi. À tout à l'heure. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. En compagnie d'Alex Darmon, journaliste politique avec la chaîne YouTube Les Indécis, et le vendredi dans les débats, La Vérité en face sur Sud Radio à partir de 9h avec Patrick Roger, et en duel avec Éric Tegner, Alexandra Spinner, enseignante et déléguée spéciale à la région Île-de-France en charge du décrochage scolaire, Benjamin Cauchy, chef d'entreprise, et Alexis Bachelé, maire adjoint de Colombes. On continue quand même sur cette histoire de... ce coup de gueule en fait de Benjamin autour des hausses d'impôts, qui doit payer finalement la dette, le déficit. Bon, de toute façon, il faut faire quelque chose. Et on se disait quelque chose en antenne qui est assez savoureux en termes d'observation politique, c'est que c'est la droite qui dirige le gouvernement aujourd'hui, le pays, qui va être chargé, Alexandra, d'augmenter les impôts. Alors, c'est la droite qui est chargée de régler les problèmes dont on hérite par les macronistes. C'est ça qu'il faut quand même rappeler. Alors, nous sommes un parti du gouvernement. Vos alliés. Pardon ? Les macronistes, vos alliés. Pas les miens, non. Ça commence bien. Nous sommes, non, moi j'ai toujours été contre le macronisme. Vous êtes au LR. Oui, je suis au LR, mais je fais partie de ceux qui ne sont pas compatibles avec les macronistes. D'accord. Je pense que le en même temps a fracturé profondément ce pays. Et d'ailleurs, on en voit tous les jours le résultat toxique. Ce que je dis simplement, c'est qu'on se retrouve dans le petit bateau de sauvetage, en train de ramer
pour Monsieur le maire qui a laissé ce pays dans un état catastrophique, qui a laissé exploser les dépenses publiques, que nous n'étions pas dans le paquebot auparavant, et que c'est un peu compliqué. Et je trouve que c'est l'honneur de Michel Barnier d'avoir accepté de prendre cette responsabilité, parce que ça n'est pas facile. Voilà. Il faut rappeler et redire que Emmanuel Macron et les gouvernements successifs ont laissé ce pays dans un état catastrophique, avec des dépenses absolument dingues. Comme le disait Valérie Pécresse, ils ont cramé la caisse. C'est la réalité. Alex Darmon, Alexis Bachelet et Benjamin Cauchy. Il va quand même falloir à un moment donné que Michel Barnier nous dise clairement ce qu'il a trouvé, parce que arriver samedi après-midi et dire, et je veux bien le croire, et dire c'est pire que ce que je pensais. Oui, mais alors qu'est-ce que vous pensiez, Monsieur le Premier ministre? Premièrement, quels sont les chiffres, quel est l'état des finances de notre pays? Il faut qu'on sache. À un moment donné, on peut pas juste spéculer depuis des mois, entendre des chiffres un peu à droite à gauche. Donc Michel Barnier va falloir nous dire ce qu'il a trouvé, comment il a trouvé, qu'est-ce qu'il veut faire. Et puis aussi à un moment donné, il va falloir que le président de la République y parle. Parce que c'est quand même le seul facteur commun depuis 2017. Alors on sait tout ce qui s'est passé, il y a eu la crise du Covid. Moi je pense que la crise du Covid a été gérée correctement en France, mais ce n'est que mon avis. Voilà. Mais il va quand même falloir qu'il nous explique aussi ce qu'il a laissé à Michel Barnier. Il va falloir qu'il y ait une grande explication à un moment donné, si vraiment c'est le thème principal des prochains mois et des prochaines années qui doivent arriver pour les Français, il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Et là, on est, nous, sur les plateaux, c'est super, c'est important, en train de dire, on va jamais s'en sortir, on va jamais y arriver. Pas dit ça. Non, mais pas vous, non, mais en général, Alexandra, vraiment, c'est le thème de tous les débats, de tous les plateaux, de toutes les interviews politiques, sauf qu'on ne connaît pas le fond du problème. On ne sait pas combien on doit, on le connaît sans le connaître, parce que quand vous écoutez des experts de gauche, ils vous disent, ça va aller, c'est catastrophique, mais ça va aller. Quand vous écoutez des experts du centre, ils disent c'est bon, il n'y a que 15 milliards à trouver. 15 milliards, vous serrez un peu à droite à gauche et ça va rentrer à un moment donné. Et puis quand vous écoutez aujourd'hui des experts Michel Barnier ou de son entourage, c'est catastrophique et la situation ne va jamais s'en sortir. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que François Fillon, en 2000, je crois que c'était en 2004, en 2011. En 2007, après l'élection de Nicolas Sarkozy, Corse fait une déclaration où il dit je suis à la tête d'un État en faillite. J'ai été nommé à la tête d'un État en faillite. En faillite. Il le dit une fois, il le répète pas du quinquennat derrière. Non. Voilà. C'est après on lui a dit qu'il fallait pas. Voilà. Mais donc justement, il faut qu'à un moment donné qu'il y ait une grande explication. Mais je suis convaincu que nous aurons cette explication, parce que je pense que si Michel Barnier a accepté cette tâche extraordinairement difficile, eh bien, c'est pour aussi dire la vérité aux Français, parce que je crois qu'il est temps de dire la vérité aux Français. Alexis Bachelet. Dire la vérité aux Français, ça serait déjà rappeler que depuis 1979, l'État vote des budgets en déficit. Oui. Donc le déficit, comment on le finance? Soit effectivement on fait des hausses d'impôts, mais comme à un moment donné, on fait de l'emprunt et de la dette, et l'État français se trouve dans une situation effectivement d'endettement très préoccupante. Pas d'ailleurs uniquement parce que, c'est pas un problème national, c'est un problème aussi européen. Aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui nous dit attention, la crédibilité de la France sur les marchés financiers est gravement engagée. Je crois qu'on est passé derrière le Portugal en termes de crédibilité et de capacité à poursuivre de notre endettement. Donc à un moment donné, effectivement, tous les signaux sont au rouge. Mais je vais avoir un peu la cruauté de rappeler à Alexandra Spitner que Bruno Le Maire vient des Républicains, Gérald Darmanin vient des Républicains, les premiers ministres d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Jean Castex, sont tous issus des Républicains. Donc, je veux dire, la droite française aujourd'hui, elle se retrouve à gérer une situation dont elle est aussi quelque part un petit peu responsable. Et donc c'est facile de dire c'est Macron, les macronistes, mais les macronistes, c'est un parti des débauchages à gauche, mais aussi des débauchages à droite. Et que je sache, Édouard Philippe n'était pas un Premier ministre socialiste. Que je sache, Jean Castex avait sa carte chez les LR. Et aujourd'hui, effectivement, on a eu Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, qui avait aussi un parcours à droite. Donc oui, vous vous retrouvez à gérer une difficulté, mais vous en êtes très aussi largement responsable de cette situation. Déjà, vous parlez quand même de responsables politiques qui ont quitté les LR pour quand même embrasser une autre politique. Je pense que pour beaucoup, ils ont continué à mettre en œuvre des politiques qui pensaient moi, je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que s'ils avaient voulu mettre en œuvre leur politique, ils seraient restés au LR, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, à partir du moment où ils sont allés rejoindre le camp Macron, c'était pour continuer dans cette en même temps qui nous a mis dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc non, Elisabeth Borne, elle est LR ?
Gabriel Attal, il est LR? Non. Alors, Non, c'est des exceptions. Non, mais ce ne sont pas des exceptions. Confirme la règle. Olivier Dussopt, il n'était pas LR au ministre du budget. Ouais, mais Non, Olivier- il a géré le budget, Olivier Dussopt. Olivier Dussopt, Non, mais, je suis désolé, il a quand même été à la tête de la réforme la plus importante et la plus clivante, qui est la réforme des retraites. On va Ça, faire c'est une vrai. coupure, Voilà. puis on Et qui est une entendra. réforme plutôt On entendra Benjamin de droite. Cauchy également, qui est avec nous sur ce sujet. Qui est responsable finalement et que peut faire le gouvernement Barnier pour redresser les comptes publics dans un instant? Cette question politique aussi, avec un Premier ministre qui est quand même sous pression de cette question à la veille de son discours de politique générale, avec des tensions de tous les côtés, si j'ose dire. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et dans un instant, avec Alex Darmon, Alexandra Spinner, Benjamin Cauchy, Alexis Bachelet, on va revenir évidemment sur une annonce qui, avec Alex Darmon, nous bouleverse, mais on va pas vous dire plus. C'est dans le monde du football. Voilà, c'est quelqu'un qui prend sa retraite internationale, et on est très touchés. Mais on va y revenir dans un instant, parce que là, on était sur les hausses d'impôts. Qui doit payer? En tous les cas, Michel Barnier est vraiment sous pression à 2 jours de sa déclaration de politique générale. Benjamin Cauchy, on vous avait pas entendu sur finalement le paradoxe dans cette histoire, c'est que ce sont les LR, la droite, qui va devoir annoncer des hausses d'impôts aux Français sur un bilan qui est plutôt un bilan d'un gouvernement de droite, qui est plutôt au brinque-ballant. C'est pas le bilan d'un gouvernement de droite. Je provoque. On va pas s'amuser, hein. J'ai pas trop envie de m'amuser à savoir qui est responsable de quoi. On est tous dans la même barque. On va être au clair. J'aime bien taper sur Emmanuel Macron depuis quelques années, mais là on est à 3228 milliards de dettes. Pourquoi Monsieur Barnier dit qu'il a trouvé des trucs catastrophiques? Il y a une piste, c'est qu'on va devoir, l'État va devoir compenser les PGE qui ne vont pas être remboursés. Ça représente à peu près 22 milliards d'euros selon Marc Touati. Donc ça, c'est 22 milliards d'euros qui sont pas inscrits dans le budget. Deuxième élément, c'est qu'on a à peu près 20% des 900 milliards qui ont été empruntés par Bruno Le Maire et les gouvernements successifs à taux variable. Donc quand vous avez de la spéculation sur les dettes souveraines, comme effectivement Alexis le soulignait, que ce soit la Grèce sur 10 ans ou l'Espagne à 5 ans, la France est moins bien placée maintenant sur les marchés financiers. Voilà. Donc il va y avoir une spéculation sur la dette, et donc on va avoir une charge de la dette qui va encore s'accroître. Et donc a priori, là on est déjà sur un montant de 35 milliards d'intérêts par an de charge de la dette, avant de rembourser la dette, ne serait-ce que les intérêts. Là on n'est pas ruiné, là on est... Et on est dans on est dedans, hein, on est dedans. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on devrait aussi avoir un projet de loi de finances rectificatif pour l'année 2024. Alors, à savoir si c'est la faute des Républicains, de Renaissance, de En Marche, de Ensemble pour la République et tous les acronymes que vous pouvez y mettre autour. Aujourd'hui, on a tous le nez dedans, que ce soit entrepreneurs, chômeurs, salariés, exploitants agricoles, on a tous le nez dedans. Je vous dis donc, ça, Benjamin, parce que quand on a parlé d'un gouvernement éventuellement de gauche à l'époque, c'était il y a 60 jours, on disait oh là là, ils vont augmenter les impôts. Oui. Et Macron n'en veut pas. Non, mais c'est ce qu'on disait. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est clair. Non, mais bien sûr. Mais c'est sûr qu'on n'attend pas de la droite, excusez-moi, on n'attend pas de la droite qu'elle augmente les impôts. Moi, je vous avoue que je suis assez surpris depuis l'arrivée de Michel Barnier de nous dire il faut qu'on fasse des économies. Ça peut arriver à tous les gouvernements, mais que la première explication ou solution apportée, c'est l'augmentation des impôts. On en a parlé en début. La droite, ce que j'aurais aimé, c'est qu'elle repense un système. C'est qu'elle repense un système. Normalement, la droite, elle est, excusez-moi Alexis, mais elle est progressiste, libérale économiquement. Et donc, j'aurais compris que Michel Barnier nous dise, il faut repenser le système aujourd'hui. Il faut aller chercher des économies. Il faut supprimer certaines choses comme les aides médicales, pas les aides médicales, pardon, non, mais comme les arrêts maladie ou faire de la lutte contre la fraude, qui était le thème de campagne en 2012 de Nicolas Sarkozy. Ça, c'était intéressant quand vous êtes de droite. Là, c'est vrai que arriver et dire il faut augmenter les impôts et on sait pas trop comment on va le faire en plus, mais on va le faire, vous inquiétez pas, c'est un peu surprenant venant de la part de la droite. Attendons le discours de politique. Mais c'est sûr, il faut attendre. C'est clair. De Michel Barnier. Attendons. Enfin, voilà. Effectivement. Puisque nous sommes tous en soutien du gouvernement de Michel Barnier. Pas tous, mais enfin, en tout cas, je le suis. Attendons de voir ce qu'il nous dit. Alexandra. J'ai le droit de rêver, non? Alexis Bachelet. Il y a The Dream aussi. Hein. Alexis Bachelet. Non, mais ça serait pas la première fois qu'un gouvernement va dans la direction à laquelle on s'attendait pas. Maintenant, moi, je pense que il y a d'abord eu
un contexte extrêmement particulier qui a fragilisé notre pays, c'est évidemment la pandémie du Covid, puis la guerre en Ukraine qui a amené l'État quand même, et les gilets jaunes aussi, n'oublions pas la crise des gilets jaunes, puisque Édouard Philippe avait aussi sorti son carnet de chèques, 40 milliards. Bon, donc à force de faire des chèques, parce qu'en France c'est toujours vers l'État qu'on se tourne pour régler tous les problèmes. Et à force, effectivement. Il y a Benjamin Cauchy qui dit non. Si, en France, c'est une culture très française. On n'est pas très décentralisateur. 5 milliards de baisse d'impôts et 5 milliards de primes de la valeur qu'on appelle aujourd'hui la prime Macron ou la prime Gilet jaune. Mais 11 milliards, pas plus. Moi, je suis convaincu que de toute façon, on ne sortira pas de cette crise profonde si on ne remet pas aussi en question autre chose que simplement augmenter les impôts, réduire les dépenses. Il faut, à l'évidence, revoir notre système fiscal, notre fiscalité. J'ai parlé tout à l'heure de niche fiscale, mais je pense qu'il faut vraiment... on peut aussi parler de la fraude à la TVA. Enfin, il y a plein de trous dans la raquette. Et la deuxième chose, c'est que moi, je serais pour que l'État revoie un petit peu la décentralisation. Aujourd'hui... le compteur est bloqué dans les années 80 sur la décentralisation. Il n'y a toujours pas eu de nouvelles grandes lois décentralisatrices, contrairement à beaucoup de pays. On a des régions qui sont des nains politiques par rapport à l'Allemagne ou par rapport à l'Italie. On a aujourd'hui des strates administratives, politico-administratives plus importante que n'importe quel autre pays d'Europe. Donc il y a peut-être aussi du courage politique à aller dans cette direction-là, et sans fragiliser, je le dis aussi, les collectivités locales, c'est-à-dire sans réduire les... Il y a eu une petite musique selon laquelle c'est à cause des collectivités que l'État est endetté, c'est faux. L'État est endetté d'abord par lui-même, puisque en plus, nous, dans les collectivités locales, on doit voter des budgets à l'équilibre. On ne peut pas dépenser plus que ce qu'on a en recettes. Donc voilà, c'est aussi vers ça que peut-être Michel Barnier est attendu dans son discours de politique générale. Et on verra effectivement si il se contente effectivement de jouer toujours sur les deux mêmes leviers, hausse des impôts, baisse des dépenses, ou si il est un peu plus créatif, ce qui évidemment n'est pas simple compte tenu de la configuration politique, puisqu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Voilà, donc dans les dernières dans tout le cas les dernières fuites, mais bon, attendons demain. Il y a aussi un alourdissement de la fiscalité sur les véhicules les plus émetteurs de CO2, les plus polluants évidemment, ou encore sur les meublés touristiques type Airbnb. Bon, on verra si c'est ça qui va, à mon avis, pas forcément rentrer. Juste pour reprendre les collectivités locales, fort heureusement. La petite musique s'est éteinte. Nous, typiquement, par exemple, à la région, on a une... Non, mais tout le monde est monté au créneau. Tout le monde est monté au créneau et je m'en réjouis parce que typiquement, à la région Île-de-France, à la région Île-de-France, on a une gestion tellement impeccable qu'on a toujours les meilleures notes possibles de toutes les notations existantes. Donc, heureusement, cette petite musique s'est éteinte parce qu'elle est juste scandaleuse. Attendons demain, mais attendons aussi mercredi, si vous me permettez, parce que mercredi, vous aurez les premières questions d'actualité au gouvernement. Le baptême du feu. Mais mercredi, il risque d'y avoir du sang sur les murs, très honnêtement, parce que... Alors on met des guillemets sur ce Oui, bien sûr, bien entendu, c'est une expression, vous avez raison de le dire. Mais demain, c'est un discours de politique générale, il n'y a pas de vote de confiance, a priori. Donc il y aura sans doute une motion de censure déposée, d'ailleurs par qui, je ne sais pas. Par la gauche, mais... par le RN. Non, mais on sait pas si le RN. Sacha Houlié qui dit que l'absence de réaction du Premier ministre au propos de Bruno Retailleau justifie à elle seule la censure du gouvernement. Voilà. Donc franchement, je peux vous dire que la motion de censure va être déposée demain. Elle sera a priori pas... Si, elle peut être votée dans la foulée, si je dis n'importe quoi. Elle peut être votée dans la foulée, mais en tout cas, mercredi, vous aurez les premières questions d'actualité au gouvernement. Et là, ça va être les premiers règlements de compte aussi, puisque les députés vont avoir la parole. Et je peux vous dire que les sujets vont s'enchaîner. Et les ministres qu'on n'avait pas l'habitude de voir ministres vont devoir répondre. Voilà, on a... Ça va être rude. Ça va être un vrai combat. Je fais confiance à Michel Barnier pour affronter la tempête. Alors... Enfin, un capitaine est dans la tempête. Alexis Bachelet, alors vous vouliez revenir, on vient d'en parler, les propos de Bruno Retailleau hier lors de cette interview, vous vouliez revenir dessus et je pense qu'on va en parler longuement. Oui, moi ça vous surprendra pas, c'est mon coup de gueule parce que effectivement j'ai écouté et j'ai essayé de comprendre aussi les propos de Bruno Retailleau. Et je les ai trouvés particulièrement préoccupants. Alors d'abord sur la forme, Bruno Retailleau nous dit il faut écouter le message des Français du premier tour, donc qui ont placé le Rassemblement national en tête. Mais il dit pas. Et donc en fait, il introduit ce qu'il va dire par une ambiance un peu de contexte. C'est en gros, c'est ce que je vais vous dire, c'est ce que les Français réclament. Bon, moi, ce que j'avais compris, c'est qu'il y a eu un deuxième tour.
avec ce qui s'est appelé le Front républicain et que le Rassemblement national finalement n'avait que 120 députés, donc pas 290, donc pas la majorité, même avec les LR. 47, 120, ça fait que 167. Enfin bon, lui, il dit non, attention, il y a une majorité politique dans le pays avant d'annoncer à droite toute. Alors à droite toute, effectivement, c'est d'abord sur la question migratoire, évidemment. C'est pas une énorme surprise. Ce qui est quand même surprenant, c'est la tonalité des propos. Hein. Même dans une partie de l'ex-majorité, il y a des gens qui commencent à avoir des sueurs froides. L'immigration n'est pas une chance. Bon, alors, c'est vrai que, évidemment... Est-ce que c'est nouveau dans la bouche de Bruno Retailleau, c'est pas nouveau. Attendez. C'est pas nouveau non plus dans une partie de la droite, mais c'est vrai que ça reprend quand même presque mot pour mot ce que dit Marine Le Pen, le Rassemblement national. C'est peut-être ça qui est troublant, c'est que en fait on a un Front républicain contre le RN et puis après on se retrouve avec un ministre qui reprend quasiment mot pour mot les mots du RN. Par ailleurs, je vous invite quand même à prendre un peu de recul. C'est vrai que là, il y a un contexte, Bruno Retailleau, on s'en profite du contexte notamment dramatique dont on a parlé juste avant, le meurtre de Philippines. Il n'aurait pas pu dire ça au lendemain de la victoire de la Coupe du Monde. Je trouve que ce terme de profiter est quand même un petit peu limite. Il y a clairement une volonté de profiter de l'émotion et du moment pour tenir ce type de propos et essayer de faire en sorte que ça passe un peu comme une lettre à la poste. Ça passera pas comme une lettre à la poste parce qu'il est évident que même si on est tout à fait en droit, quand on est ministre de l'Intérieur, de critiquer la politique migratoire de ses prédécesseurs et de dire avec moi, vous allez voir ce que vous allez voir, il y a quand même manière de le dire. Là, clairement, il dit pas c'est l'immigration illégale n'est pas une chance, non, il dit l'immigration. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un immense bras d'honneur à des millions de Français qui sont eux-mêmes issus de l'immigration ou dont les parents ou les grands-parents sont issus de l'immigration. C'est-à-dire, en gros, il dit à des millions de Français, vous êtes une malédiction pour la France. Votre présence là et celle de vos grands-parents, c'est une malédiction parce que si c'est pas une chance, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est une malédiction. C'est quelque chose de... La chance, c'est un bonheur. L'inverse, c'est la malchance. Donc c'est une malchance pour la France d'avoir accueilli des immigrés et de continuer à accueillir des immigrés. Alors, moi, ces propos-là, personnellement, je les trouve insupportables et je pense à des millions de Français qui doivent se dire mais qu'est-ce qui se passe ? Deuxième chose, comme si ça suffisait pas, c'est déjà un peu... Après, il a détaillé les mesures qu'il envisage de prendre, remise en cause. Deuxième chose, sur l'état de droit. Ouais. Bruno Retailleau, et là, il n'attaque pas simplement les Français issus de l'immigration. Là, il attaque finalement la République, l'édifice républicain, en disant, en gros, si l'état de droit est un obstacle à la mise en place d'un certain nombre de mesures, notamment pour restreindre les droits des étrangers, comme ça peut être le cas sur la loi immigration, eh bien, il faut aller outre l'état de droit. Non. L'état de droit n'est pas intangible, il n'est pas sacré. Voilà, il n'est pas sacré. Il n'est pas sacré. Ah bon, c'est pas sacré. Alexandra, défendez ça. Défendez-moi ça. Non, mais moi, déjà... Vous allez être en défense, mais honnêtement, je trouve que c'est pas président de l'Assemblée nationale. L'état de droit protège notre démocratie. Très bien. On entend effectivement qu'il y a beaucoup dans le camp. Alors, je suis très étonnée de la réaction de Madame Braun-Pivet parce que son président Emmanuel Macron a dit exactement la même chose devant le Conseil d'État. Elle se dit inquiète des propos du ministre de l'Intérieur. Mais alors pourquoi les propos de son président devant le Conseil d'État ne l'ont pas inquiété ? L'état de droit, c'est quoi ? C'est l'ensemble des lois qui sont votées, des traités qui sont signés, mais dans un contexte particulier, dans le contexte de leur époque. Donc simplement ce que dit Bruno Retailleau, c'est que le souverain suprême, c'est le fondement même de la démocratie. Déjà sur ce point-là. Maintenant sur l'immigration, moi je suis très à l'aise pour vous répondre. Je suis petite fille d'immigrés, ma mère est née dans ce pays, apatride. Eh bien moi je considère que c'est la France qui a été une chance pour nous. Et j'en ai marre d'entendre que l'immigration c'est une chance, l'immigration c'est une chance. Oui, des gens qui sont venus ici dans notre pays sont une chance extraordinaire. On peut citer Charles Aznavour, on peut citer Zidane et tant d'autres encore. Et j'espère... et Enrico Macias, évidemment. Pardon Alex de l'avoir oublié. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? On va faire un procès à Bruno Retailleau en expliquant quoi ? Qu'il est raciste ? C'est juste ridicule. Non, mais, pardon, il faut arrêter. Tous les partis... Non, mais arrêtez. Moi, je suis xénophobe. Très bien, alors moi, je suis xénophobe. Ma mère est née dans ce pays apatride. Je suis petite fille d'immigrés. On m'a appris l'amour de la France tous les jours. Alexandra, pourquoi a-t-il besoin de sortir ? Il est parfaitement au courant. Parce qu'il vient d'arriver. Mais parce qu'en fait, il faut qu'il séquence médiatique. Il faut qu'il définisse sa ligne politique. Que je
je fasse une coupe. Voilà, on va s'arrêter un court instant, on reprend notre souffle et on continue sur ce sujet-là tous ensemble. Vous ne bougez pas, on va vous entendre Alex Darmon, Alexandra Spinner, Alexis Bachelet et Benjamin Cauchy. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Allez, c'est passionnant, hein, avec Alex Darmon, Alexandra Spinner, Benjamin Cauchy, Alexis Bachelet. On revient évidemment sur l'interview choc, hein, en tous les cas, qui fait beaucoup réagir aujourd'hui du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Hier, alors, Alexis, vous avez effectivement évoqué ce qui vous choquait, c'est votre coup de gueule. Alex Darmon, Alexandra et Benjamin Cauchy. Benjamin, rapidement, parce qu'il est à distance, Benjamin. Oui, moi j'ai retrouvé cette gauche de posture, comme dirait Nicolas Sarkozy, et comme il l'a exprimé ce matin en écoutant Alexis Bachelet. Une gauche de posture parce que à chaque fois qu'on peut mettre il y a une droite de posture aussi. Oui, la droite, elle ne fait jamais dans la posture sur l'immigration, c'est bien connu. Et l'extrême droite non plus, d'ailleurs. Sans aucun doute. Et donc, juste un élément par rapport à cette gauche de posture, c'est on fait quoi ? Nous ne vivons plus en 1981. On fait quoi ? L'Afrique aujourd'hui, c'est 1,2 milliard d'habitants. Dans 30 ans, c'est 2,5 milliards. L'Europe, c'est 500 millions aujourd'hui. C'est 450 millions dans 30 ans. Il y a un véritable problème démographique. La seule chose que l'on peut faire, sur laquelle on peut s'entendre, Alexis, honnêtement, il y a un problème avec l'immigration. L'immigration n'est plus une chance aujourd'hui. L'immigration est un problème à la fois pour notre pays, pour les pays européens qui sont incapables d'intégrer, d'assimiler parce qu'on n'a plus les moyens, on en a parlé pendant 20 minutes, mais au-delà de cela, si vous avez 2,5 milliards d'habitants en Afrique, il faut que l'Union européenne, les pays européens occidentaux, investissent et aident ces pays africains dans leur développement économique. C'est pas ce qu'a dit Bruno Retailleau. Moi, je suis d'accord. La jeunesse de ces pays reste là-bas. Moi, je suis d'accord avec ça. Le chef d'entreprise que vous êtes, sur l'histoire de l'immigration, est-ce qu'il n'y a pas non plus un paradoxe ? C'est que dans le monde des chefs et des chefs d'entreprise, on sait qu'on a besoin de main d'œuvre étrangère. Mais c'est pas ce dont parlait. Mais attendez, c'est pas ce dont parlait Bruno Retailleau. Il faut arrêter. Il sait très bien. Il y a 3 millions de personnes qui ne travaillent pas aussi en France. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de l'apprentissage, qui était une nécessité pour développer la création d'emplois dans notre pays. Oui. C'est aussi là-dessus qu'il faut louper, parce que là, on est en train de se dire, on va supprimer les aides à l'apprentissage, mais on va continuer à faire open bar sur l'immigration. Oui, le 3 millions qui ne travaillent pas. Pour compléter ce que vient de dire Benjamin, il faut aussi dire que l'immigration est un problème pour les immigrés qui sont déjà assimilés. Bien sûr. Pourquoi ne pas juste une fois dire la vérité et dire les choses telles qu'elles sont ? On ne peut pas faire France, on ne peut pas faire nation avec des gens qui n'aiment pas la France, qui détestent la France, qui revendiquent leur haine de la France. C'est contre l'islam en fait qu'on dit ça. Non, on ne peut pas faire France avec des gens qui détestent la France. C'est pas du tout la religion. Il y a des bons immigrés et des mauvais immigrés. Non, mais pas du tout. Il n'y a pas de bons et de mauvais immigrés, de même qu'il n'y a pas de bonnes et de mauvaises victimes. On rejoint le débat que nous avions tout au début de cette émission. Ce qu'il faut dire, et Bruno Retailleau a eu raison de le dire, c'est qu'il va falloir prendre des mesures et qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et que clairement, on ne peut pas faire France avec des gens qui arrivent chez nous et qui nous détestent. Ça n'est pas possible. Et on devrait tous être d'accord là-dessus. Mais juste, alors moi je suis d'accord là-dessus. Mais là, on essaye de décrypter aussi le message politique, en tous les cas, le tempo politique est en train de se dessiner. Moi, ce qui me gêne dans tous les discours que j'entends depuis tout à l'heure sur ce plateau, c'est qu'en décembre dernier, rappelez-vous, il y avait un projet de loi immigration qui n'a même pas été débattu à l'Assemblée nationale. Il y a eu une motion de rejet, mais de tous les côtés. À part de la part du centre et de la majorité présidentielle à l'époque, tout le monde s'est allié pour voter une motion de rejet pour ne pas parler de l'immigration. Donc là, c'est bien facile que tout le monde se réveille aujourd'hui en disant l'immigration c'est un problème, l'immigration c'est une chance, l'immigration c'est soit l'un soit l'autre. Mais la réalité, c'est que personne ne veut en parler. On peut parler d'immigration dans notre pays, en parler sereinement, calmement, sans être traité de facho. Enfin, il faut le dire une bonne fois pour toutes. On peut parler non mais justement, on peut aussi dire que l'immigration. C'est ce que disait Chloé Morin ce matin. Très bien. On peut aussi très bien dire que le texte immigration en décembre dernier, il proposait l'article 3, rappelez-vous, c'était de dire qu'il faut régulariser les gens qui participent à notre économie, les immigrés qui participent à notre économie, sans être accusés de gauchistes ou quoi que ce soit. Il y a un moment donné, il faut avoir un peu de hauteur de vue et se dire que c'est un débat qu'il faut aborder concrètement, sereinement et ne pas avoir peur de le faire. Maintenant, politiquement, pour répondre à votre question sur les propos de Bruno Retailleau hier. Comment ? On n'y est pas là. Non, mais on y est les déclarations de Bruno Retailleau ne vont pas dans le sens que tu indiques. Non, mais je vais y venir. Ce discours-là, on ne l'a jamais été. Le débat de l'Ouest sur l'immigration a été quand même particulièrement
tendu, mais oui, alors qu'il y avait compliqué, plein de bonnes, alors plein de mauvais qu'on pose points, des sujets plein de sur la bons table, points. quoi. Il aurait fallu en débattre, et je sais pas comment on va en débattre aujourd'hui. Comme au propos de Bruno Retailleau, vous savez, moi je pense que Bruno Retailleau, déjà pour l'avoir interviewé, côtoyé plusieurs années à Public Sénat quand j'étais journaliste à Public Sénat, d'abord, il faut lui reconnaître ça. C'est un homme politique remarquable. C'est-à-dire que c'est un sénateur qui a travaillé, qui a accompagné, qui a tenu ses idées et qui aujourd'hui n'est pas là par hasard. Quand vous êtes à ces postes-là, Absolument. vous n'êtes pas là par hasard. On l'a choisi. Maintenant, il est aussi intelligent et il est dans la surenchère médiatique. Hier, quand il tient ses propos, il sait qu'il lui reste pas beaucoup de temps. À mon sens, c'est une analyse, j'en sais rien, qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps à ce gouvernement et il veut se placer pour l'avenir. Il veut aussi renverser la table. Il a tenu des propos qui sont intéressants quand il dit qu'il veut renverser la table à un mémoire de Philippines. Il faut lui reconnaître aussi le fait de vouloir agir. Maintenant, il est aussi, je suis désolé Alexandra, c'est un homme politique. Il a besoin de se situer politiquement et c'est pour ça, et j'en terminerai par là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce gouvernement, il a un vrai problème d'identité. Et donc, quand on dit que demain le discours de politique générale est important et que après-demain les questions d'actualité vont être peut-être même encore plus importantes, c'est parce qu'il n'y a aucune cohérence et aucune cohésion dans ce gouvernement. Alors, Alexandra, sur la loi, Alexis, sur la loi immigration, je rappelle quand même que il y avait une loi très bien ficelée qui avait été proposée par les sénateurs LR et qui a été complètement détricotée à l'Assemblée. Ça, c'est le premier point. Sur Bruno Retailleau, c'est un homme politique exemplaire, loyal, qui a des convictions, qui a le sens de l'État et l'amour de son pays. Chevillé au corps. Ben moi, je dis, il est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est tout. J'espère que c'est le cas de tous les hommes politiques et femmes. J'espère. Moi aussi, j'espère qu'on est tous des patriotes et qu'on aime notre pays. J'espère. En tout cas, Bruno Retailleau, c'est son cas, il l'a démontré. Ouais, mais c'est pas ça le critère. Et c'est quelqu'un qui pense, le critère, qui est aussi capable de penser contre lui-même. Et ça, c'est une grande qualité. Maintenant, il est ministre, donc on va le voir à l'œuvre. J'ai peut-être une petite nuance par rapport à ce qu'a dit Michael. Alex. Alex, pardon. Non, mais tu peux m'appeler. Il y a, moi, je connais les deux. Je connais deux termes. Pardon. Tout à fait la même chose. Je pense que c'est peut-être concerté avec Michel Barnier, cette déclaration. Moi, je pense que Michel Barnier, dans son discours de politique générale, va endosser les propos de Bruno Retailleau. Parce que d'abord, il avait déjà fait un virage dans la primaire de droite où il était candidat sur les questions migratoires, y compris par rapport à l'Europe. Et qu'il y a un contexte qui, d'ailleurs, avec les décisions de l'Allemagne, de ce qui se passe en Italie, etc., amène à dire il faut revoir ces sujets-là. Donc moi je pense que oui, peut-être Bruno Retailleau a un autre calendrier en tête et prend date, mais peut-être aussi qu'il est coordonné avec le Premier ministre et que finalement on va découvrir qu'ils sont sur la même ligne sur ce sujet-là. Et là où je voudrais terminer, c'est que je suis d'accord avec ce qu'a dit tout à l'heure Benjamin Cauchy, ça m'arrive pas souvent, dire que la question de l'immigration est un sujet global, un sujet de politique pas seulement nationale, mais internationale. Et sauf que ce que disait Benjamin Cauchy, c'est pas ce qu'a dit Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, à aucun moment, ne dit si on veut tarir la source de l'immigration, et en particulier l'immigration clandestine, l'immigration illégale, celle qui pose des problèmes. Et ce qu'il faut distinguer de l'immigration légale, de gens qui rentrent avec un visa et qui ont un titre de séjour, etc., et qui veulent s'intégrer parce qu'ils ont un emploi. Là, ils ne distinguent pas. Là, c'est immigration, malchance ou calamité. Mais c'est aussi la façon dont la question lui a été posée. Il faut sortir des postures. Il y en a à gauche, c'est vrai. Je trouve que c'est un mauvais procès que vous lui faites. Il y en a aussi à droite. L'immigration n'est ni une chance ni une calamité. L'immigration est un fait historique qui s'est accentué avec la mondialisation, puisqu'il n'y a jamais eu autant de circulation de personnes à l'échelle du monde. Et il y a aussi des Français qui vont s'installer à l'étranger. Et donc, au fond, c'est le prisme national. C'est le prisme national, je dirais peut-être même le prisme nationaliste, qui restreint le champ et interdit de penser les choses de manière plus globale en Europe, parce que c'est aussi un fait européen. C'est avec nos partenaires européens qu'on peut sécuriser les frontières. Très bien. Et évidemment, quand il y aura 2 milliards de personnes en Afrique, parce que ça c'est inéluctable, c'est la démographie, si on n'a pas stabilisé un développement endogène de ce continent, évidemment que les gens continueront à aller partout ailleurs. Merci Alexis Bachelet, Benjamin Cauchy, Alexandra Spinner, Alex Darmon pour ce débat passionnant. Malheureusement, on n'a pas pu parler du Liban, on y reviendra bien sûr avec André Berkoff et dans les émissions d'info et aussi demain. Merci à tous. Dans un instant, vous retrouvez André Berkoff avec Marie Folio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.